Crystal Gayle avait l'habitude de se décrire d'une manière que la plupart des gens n'oseraient jamais dire à haute voix. Elle se qualifiait elle-même d'accident. Non pas comme une performance, non pas comme une phrase destinée à attirer la sympathie, mais comme quelque chose qu'elle avait tranquillement absorbé en grandissant la plus jeune de 8 enfants dans une cabane de mineurs de charbon du Kentucky où la survie passait avant tout le reste. Bien avant que le monde ne la connaisse pour l'image, pour la voix ou pour les 60 et un pouce de cheveux qui allait devenir sa signature, elle n'était qu'une enfant dans une maison où les repas étaient maigres, les hivers impitoyables, et où la perte arrivait plus tôt que quiconque ne devrait avoir à le comprendre. Elle est née Brenda Gayle Webb le 9 janvier 1950 et un virgule dans les collines dures et impitoyables du Kentucky. L'endroit s'appelait Butcher Hollow, un nom qui portait déjà le poids de la vie qui l'abritait. La cabane dans laquelle vivait sa famille était petite et usait une structure qui semblait lutter contre les saisons tout autant que les personnes qui s'y trouvaient. En hiver, elle tremblait sous la pression des vents froids qui se glissaient par chaque fissure. En été, elle emprisonnait la chaleur jusqu'à ce que l'air lui-même paraisse lourd. La poussière de charbon était partout se déposant sur le porche, s'accrochant aux vêtements, s'incrustant dans la peau. Elle ne couvrait pas seulement les surfaces, elle donnait l'impression de couvrir les possibilités. On ne pouvait jamais compter sur la nourriture. Les repas étaient élaborés à partir de ce qui était disponible et non de ce qui était désiré. Des haricots minces, du pain de maïs, des restes étendus plus loin qu'ils n'auraient dû l'être, et tout ce qui pouvait être tiré des collines environnantes. Il n'y avait pas de salle de bain à l'intérieur, seulement une toilette extérieure. Et lors des nuits, les plus froides, la famille se rassemblait sous des édredons, les corps serrés les uns contre les autres, tandis que le vent à l'extérieur émettait un son qui semblait presque humain, comme s'il était lui aussi à la recherche d'un peu de chaleur. Parce qu'elle est arrivée à un moment où ses parents étaient déjà épuisés, déjà usés par des années de lutte. Brenda a grandi en entendant des commentaires qui sont restés en elle plus longtemps qu'on ne le pensait, des blagues qui n'en étaient pas vraiment, des remarques sur le timing, sur le fardeau, sur une bouche de plus, dans une maison qui en avait déjà trop. Elle a donc commencé à se décrire comme l'accident non par amertume, mais parce qu'elle sentait la pression que son existence ajoutait à une famille déjà étirée au-delà de ses limites. Et pourtant même dans cet environnement, quelque chose en elle refusait de s'estomper. Les voisins n'avaient pas d'argent non plus, alors ils échangeaient ce qu'ils pouvaient. Parfois c'était de la nourriture, parfois c'était du travail, et parfois c'était de la musique. Certains soirs, le salon se transformait en quelque chose d'entièrement différent. Un endroit où les soucis pouvaient être mis de côté, ne serait-ce que brièvement, et remplacés par des sons et des rires. Brenda était à peine stable sur ses pieds, elle apprenait encore à se tenir en équilibre, mais elle chantait quand même. Et lorsqu'elle le faisait, les adultes l'écoutaient d'une manière qui donnait l'impression que sa voix était plus qu'un simple son. C'était un réconfort, une échappatoire, quelque chose qui se rapprochait de l'espoir. Sa mère Clara souffrait de ce genre d'épuisement qui ne se manifeste pas d'un seul coup, mais qui s'accumule au fil des ans, jusqu'à s'installer dans chacun de ses mouvements. Ses mains vieillissaient plus vite qu'elles n'auraient dû user par un travail constant. Son père Melvin, que tout le monde appelait Ted, allait dans les mines jour après jour. Il le faisait parce qu'il le fallait. 8 enfants avaient encore besoin de manger. Les mines lui donnaient un salaire, mais aussi quelque chose de bien plus permanent. La poussière remplissait ses poumons lentement sans relâche jusqu'à ce qu'elle devienne une partie de lui-même. Lorsque Brenda fut assez âgée pour s'en souvenir clairement, la respiration de son père était déjà difficile. Sa toux résonnait si souvent dans la maison qu'elle faisait partie de son rythme. Les chiffons qu'il utilisait pour se couvrir la bouche en ressortaient tachés de noir. Il était fort, mais la force ne pouvait pas réparer ce que les mines avaient fait. Elle lui permettait seulement de l'endurer un peu plus longtemps. Puis tout bascule à nouveau. Les mines ferment et avec elles, la fragile stabilité dont dépendait la famille disparaît. Sans aucun revenu, ils emballent le peu qu'ils ont et déménagent à Wabash dans l'Indiana, poursuivant la promesse d'un travail en usine et l'espoir que des médecins puissent aider Ted. Le nouvel endroit est différent à tout point de vue. Les collines ont disparu, les ruisseaux aussi. Le sentiment de familiarité a disparu. À leur place, il y a des rues plates, des maisons serrées les unes contre les autres, et une sorte de solitude qui n'est pas familière mais tout aussi pesante. Brenda a essayé de s'adapter. Son accent s'est adouci alors qu'elle tentait de s'intégrer, de ne pas se démarquer de manière à attirer l'attention. Mais la pauvreté ne disparaît pas simplement parce que le paysage change. La nourriture était toujours rare. Les vêtements étaient toujours rapiécés et usés.
Et le sentiment silencieux de honte l'a suivi à l'école, lui apprenant très tôt à garder la tête baissée et ses émotions encore plus basses. Puis vint le moment qui changea tout. En 1959, Ted s'effondra d'une attaque massive. Brenda n'avait que 8 ans. La perte ne laissa pas seulement un espace dans la maison, elle en modifia toute la sensation. Quelque chose qui avait déjà été fragile se sentait maintenant creux d'une manière qu'elle n'avait pas encore les mots pour décrire. Après les funérailles, quelque chose d'inattendu s'est produit, elle n'a pas pleuré. Non pas parce qu'elle n'a pas ressenti la perte, mais parce que son chagrin s'est replié sur lui-même, s'enfermant là où personne d'autre ne pouvait le voir. Il s'est manifesté d'autres manières, par des mains agitées, des habitudes nerveuses qu'elle ne pouvait contrôler en se rongeant les ongles jusqu'à ce qu'ils saignent. Elle est devenue plus silencieuse, plus renfermée, comme si le fait de trop parler risquait de faire éclater quelque chose en elle. Clara a fait ce qu'elle a pu. Elle n'a pas eu le luxe de s'effondrer. Il y avait encore des enfants à la maison, des factures à payer, une vie qui devait continuer à avancer. Elle a travaillé sans relâche, acceptant des emplois épuisants et souvent ingrats, faisant tout ce qui était nécessaire pour maintenir la famille unie. Brenda a observé tout cela. Les petits matins, les pas fatigués, la détermination tranquille. Et sans s'en rendre compte, elle a commencé à comprendre quelque chose qui resterait avec elle pour le reste de sa vie. Que l'amour ressemble souvent à un sacrifice. Que l'endurance peut être une forme de force. Pendant que tout cela se passe, un membre de la famille semble exister dans un monde complètement différent. Loretta Lynn se dirige déjà vers la célébrité, se construit déjà une vie très éloignée de celle que Brenda a connue. 19 ans plus âgée, mariée, jeune, sous les feux de la rampe, elle devient à la fois une source de fierté et une figure lointaine. Pour Brenda, elle est toujours une sœur, mais aussi quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand, presque inaccessible. Cette distance a laissé un vide, le genre de vide qui aurait pu servir de guide, le genre d'espace où une jeune sœur cherche à être rassurée et trouve le silence à la place, non par négligence, mais parce que la vie les a entraînés sur des chemins complètement différents. Et plus tard, lorsque Brenda a commencé à se consacrer sérieusement à la musique, ce vide s'est transformé en quelque chose de plus compliqué. Lorsque l'industrie l'a remarqué, elle ne l'a pas vu en premier. Elle l'a vu par rapport à quelqu'un d'autre. Elle n'a pas été présentée simplement comme elle-même, mais comme la petite sœur de Loretta. Elle a été comparée avant même d'avoir eu la chance d'être entendue selon ses propres termes. Elle a été mesurée par rapport à une norme qu'elle n'avait pas choisie. Loretta l'a aidée et cette aide provenait d'une sincère sollicitude. Mais elle avait un poids. Le même lien qui ouvrait des portes rendait aussi plus difficile de les franchir sans être défini par lui. Cette tension n'apparaissait pas toujours publiquement, mais elle vivait discrètement en arrière-plan, façonnant la façon dont Brenda se percevait et dont les autres la percevaient. Finalement, quelque chose a changé en elle. Elle s'est lassée d'essayer de rentrer dans un moule déjà rempli, lassée de ressembler à quelqu'un qu'elle n'était pas, lassée d'entendre que le succès qu'elle atteignait appartenait au moins en partie à quelqu'un d'autre. Elle a donc pris une décision qui allait tout redéfinir. Elle s'est éloignée des attentes. Elle a cessé de rechercher un son qui n'était pas le sien. Au lieu de cela, elle s'est appuyée sur ce qui lui venait naturellement. Une voix plus douce, plus lisse, plus contrôlée, quelque chose qui n'essayait pas de rivaliser, mais qui créait plutôt son propre espace. Ce choix a marqué le début de sa vraie vie, non pas celle façonnée par les circonstances ou la comparaison, mais celle construite à partir de sa propre identité. En 1974, elle avait déjà passé des années à enregistrer des chansons qui se rapprochaient trop du style de sa sœur. Même les professionnels de l'industrie avaient du mal à les distinguer. Ses premiers succès, notamment des chansons comme « I've cried the blue right out of my eyes », ont prouvé qu'elle pouvait survivre dans ce cadre. Mais survivre n'était plus suffisant. Car survivre, c'est rester dans l'ombre. Et elle est arrivée à un point où elle n'est plus prête à l'accepter. Cuộc trò chuyện này sắp chậm giới hạn. Mỗi cuộc trò chuyện có không gian lưu trữ tin nhắn giới hạn. Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện mới để đảm bảo độ chính xác cho các câu trả lời hoặc nâng cấp để tăng dụng lượng bộ nhớ. Nâng cấp. Elle s'est donc éloignée de ce système et a signé avec United Artists, bien que certains aient chuchoté que c'était une erreur. Cette décision a tout changé, car elle l'a placée auprès du producteur Alan Reynolds, qui a entendu ce que d'autres ignoraient. Il lui a dit la vérité d'une manière simple. Sa voix était trop douce pour le moule rugueux qu'on lui tendait. Ils ont donc façonné un nouveau son plus doux et plus adapté aux radios, le genre de son qui faisait rouler les yeux des gens traditionnels. Pourtant, ce son lui allait comme une robe qu'elle était censée porter. Au début, le changement n'a pas eu l'air d'un miracle.
Les premières chansons n'ont pas explosé du jour au lendemain. Mais la nouvelle chanson Wrong Road est arrivée et a fait quelque chose d'important. Elle a prouvé qu'elle n'était pas un clone. Elle a grimpé dans les charts et y est restée assez longtemps pour que les gens arrêtent de parler de Loretta pendant 1 minute et commencent à écouter Crystal. C'était le vrai changement parce qu'une fois qu'un auditeur vous entend comme vous, il ne veut plus vous voir comme quelqu'un d'autre. Puis est venue la chanson qui a scellé le tout. Ne frappez pas pour que mes yeux bruns deviennent bleus. Le succès n'a pas seulement été au rendez-vous, il s'est propagé. Il a franchi des frontières qui étaient censées rester fermées. La country et la pop Nashville et au-delà. C'est devenu le genre de chanson que l'on entend si souvent que l'on a l'impression qu'elle a toujours été là. Et lorsqu'elle a remporté un Grammy pour cette chanson, il est devenu impossible d'ignorer le message. La fille au sol sale et aux vêtements rapiécés n'était pas en train de visiter les feux de la rampe. Elle en possédait une partie. Après cela, l'histoire a continué à avancer comme une rivière qui a finalement trouvé son chemin. Les succès se sont succédés. Les gens ont cessé de dire la petite sœur de Loretta et ont commencé à dire Crystal Gayle. Elle a construit un héritage qui a tenu sur ses propres jambes et elle l'a fait avec le même cran qu'elle a appris dans ses premières années où rien n'était garanti, même son besoin de stabilité. Le besoin qui s'est fait sentir lorsque son père lui a été enlevé trop tôt s'est manifesté dans sa façon de vivre. Elle s'est accrochée à l'amour, à la constance. Elle s'est accrochée à une vie qui ne disparaît pas du jour au lendemain. La célèbre chevelure de Crystal Gayle n'est pas née d'un coup de publicité, mais de quelque chose de beaucoup plus personnel. À la fin des années 1960, alors qu'elle était encore adolescente et vivait à Wabash dans l'Indiana, elle s'est promis de ne plus jamais se couper les cheveux. Elle n'avait alors que 16 ans et portait encore le poids d'une enfance difficile après que sa famille eut déménagé du Kentucky rural, à la suite du décès de son père, victime du poumon noir, en 1959, La vie à la maison n'avait jamais été simple. Il y avait 7 frères et sœurs, très peu de paix, et toujours la longue ombre de Loretta Lynn qui planait sur tout. Ainsi, lorsque la jeune Brenda Gayle Webb, qui deviendra plus tard Crystal Gayle, a décidé de se laisser pousser les cheveux, ce n'était pas vraiment une question de beauté au départ, mais plutôt de contrôle. Il s'agissait d'avoir une partie de sa vie qui n'appartenait qu'à elle. Ce choix est resté avec elle. Il a grandi avec elle et avant que quiconque dans le monde de la musique ne comprenne ce qu'il allait devenir, il était déjà devenu une partie de son identité. Sa mère Clara avait déjà encouragé des styles plus courts et plus polis, mais Crystal a pris la direction opposée. Elle s'est accrochée à une longueur douce et à une sorte de défi tranquille. À 1970 ans, lorsqu'elle avait 19 ans et qu'elle signait avec Decca Records, ses cheveux lui atteignaient déjà les genoux. À Nashville, où les gens sont habitués à des coiffures soignées et à des looks plus sûrs, elle s'est tout de suite démarquée. Pourtant, Crystal n'a pas construit son image autour de ses cheveux au début. Elle a simplement vécu avec et au fil du temps, il est devenu impossible pour les gens de séparer la femme de ses cheveux. Puis la célébrité est arrivée et ce qui avait commencé comme une promesse privée s'est transformé en signature publique. Après son succès éclatant avec Don't It Make My Brown Eyes Blue en 1977, l'image est devenue inoubliable. En tournée à la fin des années 1970, ses cheveux balayaient le sol de la scène tandis qu'elle chantait à guichets fermés et que les fans ne pouvaient s'empêcher de la regarder. Il lui a donné de la prestance avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Il a fait pencher les gens en avant dans leurs sièges. Certains ont chuchoté depuis les premiers rangs en se demandant si c'était faux. Crystal en riait, généralement. Elle savait que les questions viendraient et y répondait avec charme. Lors de son émission spéciale CBS dans 1979, elle plaisantait en disant qu'elle était tout à elle et qu'elle grandissait d'1 pouce par mois. La foule a adoré et cette petite phrase a dit aux gens tout ce qu'ils avaient besoin de savoir. Les cheveux étaient réels, l'image était réelle et la femme à l'intérieur l'était aussi. Au fil des années, les cheveux ont continué à pousser et ils ont cessé d'être un simple trait caractéristique pour devenir un élément à part entière de sa légende. Au début des années 90, les cheveux de son maître 90 atteignaient véritablement le sol. Des rapports l'ont mesuré plus tard à 60 et 1 pouce, ce qui signifie qu'il tombait autour d'elle comme une cape vivante. C'était beau, mais c'était aussi incommode d'une manière à laquelle la plupart des gens n'ont jamais eu à penser. Sur scène, il frôlait le sol. Dans les coulisses, il s'accrochait aux boutons et à tout ce qui passait. Dans les caravanes, elle devait l'épingler pour pouvoir se déplacer. Pendant les spectacles, elle devait toujours savoir où il se trouvait surtout avec des talons, car un seul faux pas pouvait le faire passer du glamour au désastre.
C'était le côté caché de la chose. La même chose qui rendait les gens stupéfaits rendait la vie plus difficile chaque jour. S'en occuper demandait beaucoup de temps et de patience. Elle les brossait par sections. Elle évitait les outils chauffants. Elle les laissait sécher à l'air libre, même si cela signifiait des heures d'attente avant un spectacle. En tournée, elle l'enveloppe dans des foulards de soie pour éviter qu'il ne se noue pendant les trajets en bus. Le vent peut transformer une séance photo en désordre, les lumières de la scène peuvent devenir dangereuses. Les chaises, les coins, les crochets des costumes et le désordre des coulisses devenaient autant de petites menaces. Les cheveux semblaient magiques vus du public, mais de son côté, c'était du travail. Le travail constant et ce travail l'ont épuisé. Au milieu des années 90, le simple poids de ses cheveux a commencé à la faire souffrir. Elle a eu des maux de tête. Elle souffrait de maux de cou. Même les peignets pouvaient devenir épuisants. Avant certains spectacles, le temps passé à les laver et à les sécher la laissait épuisée avant même qu'elle n'atteigne le soundcheck. Il y a eu des moments où le fardeau était si lourd que le fait de l'enlever a dû sembler être un soulagement en soi. Ce n'était plus seulement un style, c'était quelque chose qu'elle portait physiquement et émotionnellement tous les jours. Elle s'accroche malgré tout en partie grâce à son entourage. Ses fans se sont attachés à elle. Son image était tellement liée à ses cheveux que l'idée de les couper leur paraissait presque impensable et la voix la plus forte est venue de l'intérieur de sa propre maison. Lorsqu'elle a envisagé de les couper, sa fille l'a immédiatement repoussée. Pour elle, couper ses cheveux reviendrait à supprimer quelque chose de plus important que l'apparence. Cela signifiait qu'elle devait couper elle-même un morceau de gaillette de cristal. Cette réponse est restée dans sa mémoire et une fois de plus, les ciseaux se sont arrêtés. Elle a coupé les extrémités année après année, mais n'a jamais abandonné le symbole. C'est ce qui rend l'histoire de ses cheveux si puissante. Ce n'était pas seulement une question de longueur ni de beauté. C'était une promesse d'adolescent, puis une marque publique, puis un fardeau. Elle a survécu aux contrats d'enregistrement, aux changements de tendance, aux différentes époques musicales et même à l'évolution du regard de l'industrie sur les femmes. Lorsqu'elle s'est retrouvée sur les grandes scènes, les gens l'ont remarqué avant tout le reste. Même lorsque d'autres artistes l'ont honorée, même lorsque les foules ont acclamé sa voix et ses chansons, les caméras n'ont cessé de revenir sur cette impossible rivière de cheveux. Parfois, elle semblait briller presque autant que la carrière elle-même, mais la vérité profonde est que la chevelure n'est devenue si emblématique que parce que Crystal elle-même lui a donné un sens. Elle a transformé l'inconvénient en identité, la douleur en persévérance. Elle a transformé quelque chose de privé en quelque chose d'inoubliable. C'est pourquoi les gens n'ont jamais cessé d'en parler. Ce n'était pas seulement long. Il a duré et en perdurant, il a révélé au monde quelque chose d'important à son sujet. Elle pouvait porter plus que ce que la plupart des gens savaient. Cette force tranquille n'a pas non plus commencé avec la célébrité. Elle a commencé bien plus tôt dans la perte. Crystal Gayle est née Brenda Gayle Webb le 9 950 et 1 janvier à Paintsville, Kentucky, la plus jeune de 8 enfants. Son père Melvin Ted Webb travaillait dans les mines de charbon et le travail a lentement détruit sa santé. La famille vivait dans la pauvreté, l'instabilité et la pression constante de la survie. Alors qu'elle était encore enfant, ils ont déménagé vers le nord dans l'Indiana dans l'espoir de meilleures conditions et de meilleures chances. Mais le déménagement n'a pas effacé ce qui a suivi. Son père est mort lorsqu'elle était très jeune, et cette perte s'est installée au centre de la famille. Son Crystal, étant le plus jeune, n'a fait qu'aggraver la solitude. L'un après l'autre, ses frères et sœurs plus âgés se lançaient déjà dans leur propre vie. Ils avaient leurs propres luttes et leurs propres ambitions. Certains poursuivaient de la musique. Certains se sont éloignés, d'autres ont simplement disparu à l'âge adulte, alors qu'elle essayait encore de comprendre ce qu'était l'enfance. La maison qui aurait dû être pleine s'est soudain sentie vide. Dans ce silence, la musique est devenue son refuge. Elle a donné forme à des sentiments pour lesquels elle n'avait pas de mots. Elle lui a permis d'exprimer son chagrin sans avoir à l'expliquer. Elle a gardé cette habitude jusqu'à la fin de sa vie. Alors que le public voyait de la grâce, de la politesse et du calme, elle portait souvent en elle un chagrin personnel. Les pertes familiales se succédaient. La douleur ne s'est pas arrêtée avec l'arrivée du succès. Son frère J. Lee Webb s'est beaucoup battu et la famille a dû le supporter également. D'autres décès ont suivi dans les années suivantes et Crystal a réagi de la même manière à chacun d'entre eux. Elle pleurait puis revenait sur scène. Elle pleurait en privé puis se tenait sous les projecteurs comme si rien ne s'était passé. Ce n'était pas de la froideur. Elle avait appris très tôt que la vie ne s'arrêtait pas pour un chagrin d'amour.
Elle a donc continué à avancer, même si son cœur était lourd. Le même schéma se retrouve dans sa carrière. Même après son entrée dans le monde de la musique, l'acceptation n'a pas été facile. Au début, elle a été présentée par un nom que tout le monde connaissait déjà. Elle était la petite sœur de Loretta Lynn. Ce label lui a ouvert une porte, mais l'a aussi enfermée dans un espace très étroit. Très tôt, l'industrie a essayé de la façonner en une version de Loretta. Le son a été poussé dans cette direction. L'image a été poussée dans cette direction. Le message était clair. Soyez familier, soyez sûr, soyez la petite sœur. Mais Crystal ne pouvait pas vivre éternellement dans cette situation. Elle respectait profondément Loretta, mais elle savait que si elle restait dans ce moule, elle ne deviendrait jamais vraiment elle-même. Elle a donc changé de direction. Elle s'est orientée vers un son plus doux. Elle a gardé la country à la base, mais elle a ouvert la porte à la pop. Ce changement a tout changé. Des chansons comme Wrong Road Again laissaient de présager ce qui allait se passer, puis Don't It Make My Brown Eyes Blue a explosé. Soudain, elle n'était plus dans l'ombre de qui que ce soit. Elle produisait un son qui lui était propre. Mais ce succès a un prix étrange. Les puristes de la country estiment qu'elle est allée trop loin dans la pop et les auditeurs de la pop la considèrent parfois comme trop country. Elle gagnait, mais elle était aussi prise entre deux mondes. Cet entre-deux la façonnait plus qu'on ne le pense. De l'extérieur, c'était glamour. Elle avait les robes, les cheveux longs, les apparitions télévisées soignées, les chansons à succès et une réputation grandissante. Mais à l'intérieur, il y avait toujours une tension. Elle essayait de se protéger du chagrin de la comparaison du jugement de l'industrie et de la pression d'apparaître toujours intacte par rapport à tout cela. L'image polie a fonctionné, mais elle est aussi devenue une armure. Elle l'a aidée à se tenir debout souriante tout en portant des choses que la plupart des gens ne voient jamais. À travers tout cela, une relation lui a donné un terrain stable. Bien avant les grandes tournées et les disques de platine, il y avait Bill Gatzimos. Leur histoire a commencé au lycée de Wabash dans l'Indiana, avant même que Crystal Gayle ne devienne Crystal Gayle aux yeux du monde. À l'époque, elle s'appelait encore Brenda Gayle Webb. Encore jeune, encore timide, encore en train de trouver sa voie. Bill n'a pas été attiré par la célébrité parce que la célébrité n'était pas encore arrivée. Il l'a connue avant l'image, avant le succès, avant la pression. Ils sont restés ensemble pendant ces premières années d'incertitude et lorsqu'ils se sont mariés en 1971, ils se sont engagés dans un avenir que ni l'un ni l'autre ne pouvaient prédire. La carrière de Crystal n'en est qu'à ses débuts. La voie à suivre est instable. Les premiers disques ne donnent pas les résultats escomptés. Les comparaisons avec Loretta étaient inconstantes, mais Bill croyait en elle et cette croyance est devenue une partie des fondations sur lesquelles elle s'est appuyée. Quand elle a eu besoin de s'éloigner de son ancienne image et de risquer un nouveau son, il a été là. Quand l'entreprise est devenue exigeante et compliquée, il a fait plus que la soutenir émotionnellement. Il est devenu l'un des rouages de sa vie. Finalement, Bill a assumé pleinement le rôle de manager, ce qui a changé la donne dans les coulisses. Alors que Crystal se tenait sous les lumières, Bill s'occupait de la pression en dehors de la scène. Il s'occupait des contrats, des réservations, des négociations, des calendriers et de tout le bruit qui peut engloutir un artiste. Il s'occupait des affaires pour qu'elle puisse se concentrer sur la musique. Ce travail discret comptait plus que ce que la plupart des gens remarquaient. L'industrie musicale est pleine d'histoires d'amour qui se sont brisées sous l'effet du stress, de l'ego, de l'alcool, de la distance et des voyages incessants. D'une certaine manière, la leur ne s'est pas brisée, et l'une des raisons en est que Bill n'a jamais semblé intéressé à faire partie du spectacle. Il est resté stable, il est resté utile, il est resté présent. Cette constance est devenue encore plus importante lorsque leur famille s'est agrandie. Crystal n'essayait pas seulement d'être une chanteuse à la carrière florissante, elle essayait aussi d'être une épouse, une mère, une fille et une sœur. Souvent tout cela en même temps, alors que le chagrin et les obligations ne cessaient d'augmenter en arrière-plan. Lorsque les enfants sont entrés dans le tableau, l'exercice d'équilibre est devenu encore plus intense. Il y a eu des tournées, des enregistrements et des apparitions publiques, mais aussi des repas en coulisses, des moments familiaux précipités, et la conscience douloureuse que le temps passé à la maison était toujours limité. Bill a aidé à maintenir ce monde uni. Il a protégé son espace lorsque la vie devenait trop bruyante. Il a géré les crises avec calme et lui a permis de continuer à avancer. C'est l'une des raisons pour lesquelles leur mariage est si remarquable. Dans un monde où tant de relations dans la musique country s'effondrent sous la pression, la leur a perduré. Elle n'a pas survécu parce qu'ils ont vécu dans la fantaisie, mais parce qu'ils ont construit des habitudes de loyauté et de constance qui ont été plus fortes que le chaos qui les entourait. Crystal avait déjà vu à quel point
le mariage pouvait devenir difficile à travers la vie de ses proches. Elle savait à quel point la célébrité pouvait endommager un foyer. Le fait qu'elle et Bill soient restés intacts année après année dit donc quelque chose de vrai sur ce qu'ils ont créé ensemble. Ce n'était pas tape à l'œil, c'était solide. Même avec ce soutien, une relation est restée particulièrement compliquée aux yeux du public, et c'est son lien avec Loretta Lynn. De l'extérieur, les gens étaient toujours désireux de transformer leur lien en une simple histoire. Ils voulaient une rivalité facile, une jalousie facile des titres faciles, mais la vraie famille ne fonctionne jamais aussi bien. Crystal aimait profondément Loretta, qui l'a aidé à ouvrir les premières portes. Il y avait entre eux de l'admiration, de la gratitude et une histoire qui ne pourrait jamais être effacée. En même temps, il y avait des tensions qui ont vécu discrètement sous la surface pendant des années. Certaines de ces tensions provenaient de ce qui avait fait le succès de Crystal. Une fois que son crossover a décollé et que son image est devenue plus glamour, le contraste entre les deux sœurs n'a fait que s'accentuer. Loretta en est venue à représenter une sorte de vérité country plus rude et plus traditionnelle, tandis que Crystal est devenue l'incarnation du raffinement, de la douceur, de l'élégance et de l'attrait crossover. Le public l'a remarqué, l'industrie l'a remarqué, et bien sûr la famille l'a également ressenti. Cela ne signifie pas qu'ils ont cessé de s'aimer. Cela signifie qu'ils sont humains. Les sœurs peuvent s'admirer et se blesser mutuellement. Elles peuvent se tenir sur la même scène et porter des blessures qu'aucun public ne peut voir. Pour Crystal, cette douleur silencieuse est restée vivante pendant des années. Elle voulait être approuvée, être fière, se sentir considérée à sa juste valeur, et non pas simplement mesurée par rapport à la légende familiale qui se tenait à côté d'elle. Parfois, la distance entre eux semblait plus émotionnelle que physique. Ils pouvaient partager un moment en public et se sentir loin l'un de l'autre en privé. Mais même dans ce cas, l'amour demeurait sous l'emprise de la tension. Elle n'a jamais disparu. Elle a simplement vécu à côté de la douleur. Cette vérité est devenue encore plus émouvante au cours des dernières années de la vie de Loretta. Au fur et à mesure que le temps adoucissait les tensions, Crystal s'est rapprochée. Ce que le public a souvent manqué, c'est la tendresse qui est revenue dans ces derniers jours. La relation n'était plus basée sur les anciennes comparaisons. C'est devenu une question de présence, de mémoire et de soins. Après le déclin de la santé de Loretta, Crystal s'est manifestée de manière profondément personnelle et loin des caméras. La petite sœur, qui vivait auparavant dans l'ombre géante d'une légende, était à nouveau une sœur, tout simplement. Ce changement a eu de l'importance. Il a laissé la place à quelque chose de plus doux. Il a laissé la place au pardon. Après la mort de Loretta, la perte a semblé s'installer dans la vie de Crystal d'une nouvelle manière. Le chagrin a changé la couleur des choses. Il a rendu le passé plus proche. La mémoire est devenue plus active et la famille plus importante que jamais. À cette époque de la vie, Crystal semblait se diriger encore plus clairement vers la paix. Le monde entier la connaissait encore comme la femme aux cheveux, aux tubes, au glamour, à la voix et à l'élégance. Mais sous tout cela se cachait quelqu'un qui avait passé sa vie à porter le chagrin avec soin et à le transformer en chanson. C'est pourquoi l'image de sa maison à Nashville lui convient si bien. Après des décennies sous les feux de la rampe, après tous les disques, toutes les tournées, tous les regards, elle s'est installée dans une vie plus calme. Pas une vie de célébrité tapageuse, mais une vie axée sur l'intimité, la famille, la routine et le calme. Sa maison est devenue moins un symbole de richesse qu'un symbole de refuge. C'est le genre d'endroit où une personne qui a passé tant d'années à se donner au public peut enfin se détendre. Et cette vie plus tranquille prend tout son sens lorsqu'on regarde le chemin qu'elle a parcouru. Elle avait déjà vécu les moments les plus difficiles. Elle avait déjà connu la perte de son enfance, la douleur familiale, la pression de l'industrie, les attentes du public et l'étrange solitude qui peut habiter le succès. La simplicité de ces dernières années semble donc méritée. Cuisiner à la maison, passer du temps avec ses enfants et petits-enfants, réduire son programme de tournée, protéger la paix et choisir des apparitions significatives plutôt que des mouvements sans fin, tout cela reflète une femme qui n'a plus besoin de faire du bruit pour prouver quoi que ce soit. Même sa situation financière semble confirmer ce constat. Elle a construit une carrière solide, fait des choix judicieux et vécu sans le genre d'extravagance que l'on attend souvent des stars. Le succès ne l'a pas poussée à se donner en spectacle. Au lieu de cela, il lui a donné la liberté de choisir une vie plus douce. Ce choix en dit long sur qui elle est vraiment. Pour quelqu'un qui a passé des années à se battre pour être reconnu comme une personne à part entière, la paix est peut-être devenue la plus grande des réussites. Les cheveux, le chagrin, la musique, le mariage, la famille, la maison tranquille, la vie prudente.
Aucune de ces choses n'est isolée. Ils appartiennent tous à la même histoire. Une jeune fille issue d'une famille en difficulté a appris à survivre en s'accrochant à ce qui lui appartenait. Tout d'abord, c'était sa voix. En cours de route, elle a perdu des gens, subi des pressions et construit une vie qui aurait pu facilement se briser sous le poids de la célébrité. Mais ce n'est pas le cas. Crystal Gayle n'est pas devenue mémorable uniquement parce qu'elle avait une apparence différente ou qu'elle chantait magnifiquement. Elle est devenue mémorable parce qu'elle a traversé chaque chapitre avec une sorte d'endurance tranquille que les gens pouvaient ressentir même s'ils n'arrivaient pas toujours à la nommer. Elle a donné à la douceur l'apparence de la force, à l'élégance celle de la durabilité et à la survie celle de la grâce.